Got gun, Hulk left slot. Dixie left, T left. Mercedes, wide chip, Ricky. Fever left, 75, Katie, Omaha. Quick, go ahead. Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery. Yeah! Goal line. Touchdown. 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 Salut tout le monde, bienvenue dans l'épisode numéro 219 du podcast Touchdown Actu. Et non, il n'y a pas d'Alain Mattei, Alain Mattei est au repos, il prend des forces pour les playoffs. J'ai une petite théorie aussi de pourquoi il n'est pas là, je vous en parlerai tout à l'heure. Raoul Villeroy au micro, je suis accompagné aujourd'hui de Grégory Richard. Salut Grégory. Salut Raoul, salut et à tous. Comme toujours, à la technique, Camille Sarabène. Salut Camille. Salut. Cet épisode qui vous est présenté par Unibet, votre détour obligatoire pour les paris en ligne sur la NFL. On va revenir sur les cotes de la semaine en fin de podcast. Mais avant ça, les affiches de la semaine avec une course au playball, pas du tout, au playoff, toujours aussi serré. Le bureau des plaintes du Pro Bowl, les pronos, la surprise. Attention, c'est parti pour un nouveau podcast. Notre première affiche de la semaine, Greg, on est obligé d'en parler, c'est le Saints-Falcons. Les Saints qui sont à 10-4, les Falcons à 9-5. Globalement, celui qui gagne va en playoff, celui qui perd n'y va pas. Alors celui qui perd, les Saints ont encore une cartouche. Voilà, c'est ça. Dans le cas, alors même celui qui perd techniquement a encore une chance parce que l'avantage qu'ont les Falcons, qui on le rappelle ont un bilan de 9-5 à l'heure actuelle, contrairement aux autres équipes devant qui ont au moins 10 victoires au compteur. Ouais. Atlanta a au moins une victoire de plus que ses principaux poursuivants, qui sont Dallas, Détroit et Seattle. Trois équipes qu'Atlanta a battues cette saison, donc trois équipes contre qui Atlanta aurait a priori un avantage sur le tiebreaker. Donc, dans l'absolu, Atlanta peut se permettre de perdre ce match si ils battent Carolina le week-end d'après. C'est ça, parce qu'ils ont aussi le tiebreaker sur Carolina dans ce cas-là. Oui, a priori ils l'auraient, mais en tout cas voilà. Donc la mission, de toute façon pour eux, l'objectif là-dessus, au-delà de la qualification pour les playoffs, qui comme je le disais, n'est pas forcément mal embarqué même avec une défaite ce week-end, c'est aussi d'aller gagner à New Orleans pour marquer un peu plus leur territoire au niveau de la NFC Sud et surtout, t'en parlais, de remporter la division et au moins avoir un avantage du terrain, pourquoi pas en wildcard, puisque Philadelphie et Minnesota vont être assez difficiles à chercher. Les deux équipes se sont jouées, c'était déjà il y a 2 semaines, donc c'était assez récent. Les Falcons avaient gagné 20-7 malgré 3 interceptions de Matt Ryan. Il y avait 20-17, j'ai dit 20-7, oui c'est 20-17. Oui, tu as tout à fait raison, il y avait que 3 points d'écart. 3 interceptions de Matt Ryan et une seule de Drew Brees, mais en toute fin de match, qui avait cassé le match. Il y avait eu la sortie d'Alvin Kamara au tout début du match pour une commotion. Est-ce que du coup la clé pour les Falcons, ça va pas être de limiter le jeu au sol pour faire comme quand Kamara n'était pas là? De toute façon, je pense que de chaque côté, le jeu au sol aura une part prépondérante. Alors forcément, on va pas cacher le fait que Matt Ryan a été vraiment très mauvais à l'aller, parce que ce qu'on retient le plus, c'est l'interception de Drew Brees et surtout cette superbe interception de Dion Jones en fin de match. Oui. Mais c'est vrai que la prestation de Ryan dans l'ensemble avait été assez calamiteuse, et je ne veux pas dire que le succès d'Atlanta aurait été plus confortable avec un meilleur Matt Ryan, mais en tout cas c'est quasiment miraculeux de s'être imposé dans ces circonstances-là avec un Ryan de ce niveau-là. Ils n'auraient jamais dû perdre. Voilà, donc j'ai pas envie de dire que c'est un micro-phénomène parce que son match à Tampa n'est pas ébouriffant non plus, mais c'est vrai que sur la deuxième partie de saison, on sent que Ryan est un peu meilleur. Là, il faudra clairement qu'il soit au niveau, mais pour revenir à ce que tu disais, de chaque côté, il faudra également surveiller le jeu au sol. Forcément, New Orleans n'a pas joué de la même manière sans Alvin Kamara, sorti très rapidement dans ce match-là, et ce sera clairement un objectif pour Atlanta. S'ils arrivent à stopper le jeu au sol de New Orleans, il faudra quand même maîtriser un minimum de Drew Brees, on est d'accord, mais c'est mieux. En tout cas, ça leur donnera plus de chances de rester dans la rencontre jusqu'au bout. Et ça passera forcément également par une grosse ligne défensive. Le run-stop me paraît un petit peu irrégulier cette saison en fonction des adversaires directs. Donc ce sera forcément le match-up à surveiller. Puis côté Atlanta également, on a vu un bon Devonta Freeman à Tampa Bay. Oui, ça y est, enfin. Qui a quand même beaucoup, je trouve, de soucis de fumble. Je crois qu'il en a 3 fumbles concédés en 2 matchs. Ça fait beaucoup, oui. Dont un fumble qu'il avait concédé en fin de match contre les Saints et qui heureusement avait été recouvert par Atlanta. Oui.
Voilà, c'est encore une fois, je ne sais pas si Telvin Coleman sera de retour, lui qui avait subi également une commotion contre les Saints au match aller. Je crois qu'il s'est entraîné peut-être de manière limitée. J'avoue, j'ai pas il s'est forcément... entraîné, c'est Julio Jones en revanche qui a été limité à l'entraînement. Oui, mais il jouera. Il jouera, on est d'accord. Honnêtement, je pense que voilà, sur une jambe, il jouera sur un match de cet enjeu-là. Après, avec une commotion, Telvin Coleman, le doute reste permis. Ouais. Encore une fois, même si Freeman reste sur une bonne prestation, je suis toujours un peu plus soulagé quand Coleman joue. On sous-estime beaucoup son impact au niveau de l'attaque d'Atlanta. Et voilà, des deux côtés, le duo sera clairement à surveiller de la part des deux défenses. Ouais, ça va être intéressant. Atlanta qui est quand même sur une meilleure dynamique, ils sont 5 victoires en 6 matchs. Tu dis c'est une moins bonne deuxième partie de saison pour Matt Ryan, ce qui est vrai. Mais il y a quand même une grosse poussée en deuxième partie de saison parce que ça partait mal au début. Ils recollent alors que de l'autre côté, les Panthers et les Saints continuent d'avancer. Ça peut jouer en leur faveur sur ce match-là aussi. Ouais, après, les Saints, ils n'ont pas fait les playoffs depuis 3 ans. Ils ne peuvent pas se permettre de rater cette échéance. Ils ne peuvent pas se permettre. Après, c'est vrai que... Alors, pour revenir sur ce que tu disais sur la dynamique des Falcons, alors, c'est forcément vrai. Encore une fois, il y a des matchs qui sont allés gagner. Je citais les adversaires directs. Alors, il y a Dallas. Certes, c'était le premier match sans Ezekiel Elliott. Ouais. Il y a Seattle du côté du Century Link Field, même si là encore, il y avait des blessés en face. Mais en tout cas, c'est des succès qu'ils vont chercher. Alors, c'est toujours un petit peu par la peau des fesses quand même. C'est jamais très serein. Seattle et Tampa Bay, c'est 2 victoires à l'arrache sur des field goals manqués en fin de match. Ouais, puis New Orleans, ce match aller, c'est une interception qui les sauve vraiment parce que New Orleans reste quand même relativement fringant sur les dernières rencontres, sur les dernières minutes de la partie. Donc, je ne vais pas jusqu'à parler de la chance éventuelle du futur champion. On en est encore loin de parce que tu vas peut-être pas te porter la poisse. Non, en plus. Mais c'est clair que là, Atlanta a aussi beaucoup de réussite. Mais c'est clair qu'au moins, ils arrivent à rester dans la course. Ce qui n'était clairement pas gagné, vu leur bilan de début de saison et leur fiche de 3-3 4-4. Ils étaient à peu près dans la même dynamique que l'année dernière. Ouais, c'est ça. Ils sont à peu près dans la même dynamique que l'année dernière, même si, encore une fois, d'un point de vue rendement, on dira, d'un point de vue... carrure, si je peux parler ainsi, c'est vrai que c'est beaucoup moins impressionnant que ce qu'on a vu. Bien sûr, Matt Ryan ne sera pas MVP cette année. Hein, voilà. Non. Ne fais pas semblant. Non, j'essayais de. Non, voilà. Par contre, New Orleans, pas de playoff depuis 3 ans. Là, ils sont à 10 victoires. Je serais quand même étonné. Là, pour moi, on a quasiment 5 qualifiés sur 6 en NFC. Atlanta a quand même beaucoup plus à perdre que New Orleans. Ouais. Même New Orleans à l'extérieur en playoff, ça peut être très très dangereux. Je ne sais plus qui joue en dernier, mais on va voir ça. New Orleans, ils jouent à Tampa Bay. Ah bah oui, bon. Donc normalement, ils ont a priori. Surtout s'il y a le risque de ne pas être qualifié en cas de défaite, ils vont pas faire les idiots. La seule chose, c'est important certes, la seule chose qu'ils peuvent perdre, c'est l'avantage du terrain. Et encore une fois, on a vu de ce qu'ils ont montré il y a 15 jours du côté de l'autre Mercedes-Benz Stadium qu'ils étaient capables quand même d'être largement dangereux en déplacement. Voilà pour ce match. Quel est ton pronostic ? On le refera tout à l'heure, mais tu peux nous donner déjà un premier avis. Je joue les Saints. C'est bien, je joue les Saints aussi. Je les vois gagner ce match. Voilà pour notre affiche de la semaine. On va passer tout de suite au débat. Et alors, un petit débat Pro Bowl, puisqu'on a eu les effectifs du Pro Bowl qui ont été annoncés cette semaine. Je ne vais pas vous donner toute la liste, ça va être un peu fastidieux. Sachez néanmoins que... Tu te facilites le travail. Non, mais moi je veux bien, mais après ça va durer des plombes et c'est pas forcément très radiophonique. Vous pouvez aller sur le site, sur Touchdown Actuel, elle est complète. Il y a tout de même quelque chose à savoir, notamment il y a 8 joueurs des Steelers, 6 joueurs des Saints et 4 rookies. Pour le coup, les rookies, je peux vous les donner. Il y a Kareem Hunt, le coureur des Chiefs. Il y a Alvin Kamara, le coureur des Saints. Il y a Marshawn Lattimore, le cornerback des Saints. Ça, c'est une bonne surprise, mais c'est vérité. Et alors, il y a Buda Baker, que j'ai découvert. Je ne sais pas qui est ce monsieur. C'est la safety des Cardinals qui joue très bien sur l'équipe spéciale et qui est d'ailleurs sélectionné comme special teamer de la NFC. Comme special teamer, voilà, je ne savais pas qu'on sélectionnait les gens special teamers, c'est drôle. Je pensais qu'on sélectionnait juste les mecs au pied, quoi, les kickers, les punters et les long snappers. Quoi. C'est ce qui permet à Matthew Slater, le joueur des Patriots, d'être au Pro Bowl chaque année quasiment. Donc, oui, c'est ça. Bon. Alors, cette liste est sympa. Globalement, il y a quand même 2-3 scandales, je trouve. Notamment. Alors, n'ayons pas peur des mots. Oui, un scandale, parfaitement. On peut donner les quarterbacks quand même. En AFC, il y a Tom Brady, Big Ben, Roethlisberger et Philip Rivers. Alors, Rivers, bon, moi je trouve ça étonnant. Maintenant, en AFC, ça se détachait pas vraiment, donc pourquoi pas. Mais en NFC, Russell Wilson, Carson Wentz, Drew Brees. Où est Matt Stafford ? Où est Case Keenum ? C'est pas moi qui l'ai dit. Où est Jared Goff ? Où sont tous ces gens qui sont pas forcément moins bons, voire meilleurs ? Ils ont tous un meilleur... Par exemple, je prends au hasard. Ils ont tous un meilleur rating que Wilson.
Pourquoi est-ce qu'un Case Keenum qui fait une saison tout à fait correcte, voire Ça mieux t'embête avec pas les... Si je me mets comme ça, je te laisse sur la- avec les Vikings, n'est pas sélectionné au Pro Bowl. Moi, Non, alors, je suis surpris. Alors, déjà, si tu me permets, juste sur l'AFC, Vas-y. je suis d'accord avec toi. Encore une fois, si on regarde d'un point de vue purement statistique et puis forcément de l'état de forme des équipes, il n'y a rien de non plus scandaleux sur les 6 quarterbacks qui ont été sélectionnés. Sur l'AFC, je pense que ça se jouait quand même un petit peu entre Alex Smith et Philip Rivers. Ouais, c'est ça. Maintenant, Alors peut-être que le trou d'air d'Alex Smith a posé problème, en tout cas sa claire baisse de régime en cours de saison, peut-être que ça a poussé d'autres gens à s'orienter un peu plus vers Rivers. c'est plus spectaculaire peut-être. Oui, ça, c'est c'est ça ça, aussi. on est Au d'accord Pro Bowl, on là-dessus. veut du spectacle. Hein. Ça, on est d'accord là-dessus. Mais c'est vrai que sur le côté peut-être un peu plus propre, on va dire, ça c'est rarement quelque chose qu'on peut reprocher à Alex Smith. Ça pouvait éventuellement jouer. Sur la NFC, c'est vrai que c'est compliqué parce que... alors, tu peux me rappeler les noms excuse-moi. Russell Wilson, Ouais. Carson Wentz et Drew Brees. Bon, alors déjà, Carson Wentz, il va pas y aller hein, parce qu'il sera blessé, on est d'accord. Oui, voilà. Mais en tout cas, sur la sélection, il n'y a pas grand-chose qui me choque non plus. Drew Brees a des statistiques un peu moins impressionnantes que ces dernières années, notamment grâce à l'apport impressionnant de son backfield offensif. Oui. C'est pour ça. Est-ce qu'un des trois qu'on a cité méritait Russell pas Wilson, plus certes, tout n'est pas parfait, on va dire, par rapport à d'autres quarterbacks que tu as cités, notamment. Enfin, Matt Stafford. Voilà, je vais revenir sur Stafford, mais en attendant... C'est bien, on est tout seul, on peut en profiter. attendant, je veux dire, sans mauvaise foi aucune de ma part, que ce soit Stafford ou Wilson, ils n'ont pas de ligne offensive, ils n'ont pas de jeu au sol. Et voilà, la différence n'est pas flagrante. Alors certes, Russell Wilson apporte des yards au sol et aussi ce côté varié peut jouer en sa faveur et fait que sa sélection au Pro Bowl est loin d'être déshonorable. Après, c'est sûr que tu peux mettre un autre quarterback, un des quarterbacks que tu as cité, moi ça m'aurait pas choqué, mais la question c'est de savoir qui tu retires, et encore une fois, que ce soit Brees, Wilson ou Wentz, si vraiment Wentz, les trois avaient été en forme au moment où ces trois-là va remplacer Wentz. oui, non, mais voilà, on est d'accord, mais en tout cas, si vraiment ils avaient été aptes à jouer le Pro Bowl physiquement, ça ne m'aurait pas choqué tant que ça non plus, même si en effet, voilà, il y a des noms qu'on a pu. J'essaye d'attiser la polémique, mais tu ne veux pas. Mais t'inquiète pas, il y en aura d'autres. Alors, moi, il y a un autre truc qui m'a choqué, c'est en défense en AFC, Aqib Talib. Qu'est-ce qu'il fout là ? Il a rien à faire là, et il y a Tre'Davious White qui n'est pas sélectionné. Eh ben merci. Eh ben voilà. Donc ça. Ne serait-ce que Chris Harris, qui je trouve avait une bien meilleure saison chez les Broncos déjà, qu'Aqib Talib. Alors je suis pas tous les matchs des Broncos avec précision. Peut-être que les fans de Denver pourront nous répondre, mais Tre'Davious White, il a plus de plaquages, il a plus d'interceptions. 22 passes défendues quand même. Et 22 passes. Mais il fait une saison rookie incroyable. Les Bills, ils sont à 8-5. Je crois 8, c'est même 8-6, ouais. C'est quand même pas déshonorant pour eux. Je comprends pas qu'ils soient pas sélectionnés. Encore une fois, ne serait-ce que la fiche de Denver, enfin, ne serait-ce que l'état de bien forme. sûr, il devrait pas y avoir de Broncos au Super Bowl. Au Pro Bowl, ni au Super Bowl. La défense des Broncos est moins bonne. Alors certes, il y a toujours des stars. On peut pas ne pas sélectionner un joueur comme Von Miller, par exemple, mais un joueur comme Aqib Talib, qui est clairement moins bon. Donc le seul vrai fait d'arme cette année, c'est d'avoir tenté d'arracher la chaîne de Michael Crabtree. C'est exactement ce qui est marqué sur ma face que j'allais dire. Tu vois, on l'a pas vu cette année. Encore une fois, je préfère un joueur comme Chris Harris, qui est un peu plus fringant au niveau du backfield défensif de Denver, qui en plus peut jouer un petit peu partout, contrairement à Talib, qui a juste un rôle, même si ces dernières années, il le réalisait parfaitement. Il le mérite les années d'avant. Par rapport à Tre'Davious White, c'est sûr que c'est une blague. Là, on est clairement dans le concours de popularité, et c'est sûr qu'avoir un joueur comme Aqib Talib, voilà, c'est plus le nom qui est sélectionné par rapport à un joueur comme Tre'Davious White. C'est un mec qui est pas trop policé, et du coup ils se disent pour une fois la NFL met ça en avant, ce qui est quand même hyper paradoxal et hypocrite à mon avis. Tant qu'on est sur l'AFC, tu veux qu'on parle de... Alors vas-y, fais-toi plaisir. En AFC, il y a quand même beaucoup de choses en défense, moi, qui m'ont fait un peu sourciller. Allez, Cam Hayward, defensive end des Pittsburgh Steelers, qui n'est pas sélectionné avec la saison monstrueuse qu'il fait sur la ligne défensive de Pittsburgh. Est-ce qu'ils auraient pris 9 Steelers ? Remarque, ça marche pas comme ça, mais d'avoir un 9e Steelers, ça aurait pas... très franchement, alors ça c'est l'autre chose que j'avais noté, mais c'est plus sur les équipes spéciales. Chris Boswell fait le boulot depuis qu'il a été recruté par les Steelers. Mais le sélectionner par rapport à Justin Tucker, par exemple, qui est excellent ces dernières années à les équipes spéciales, j'allais finir avec ça, mais déjà en AFC, moi je trouve ça bizarre. Et alors en NFC, est-ce que c'est pas un peu facile de prendre les trois des Rams, et comme ça on réfléchit pas plus ? On se dit ils sont pas mauvais, on prend les trois ensemble. Je sais pas, parce que en l'occurrence, les équipes spéciales des Rams, j'en parlais semaine après semaine, c'est sûr que leur impact est tel
sur les différents matchs. Zuarline, c'était compliqué de ne pas le sélectionner. Bon, a priori, il ne le jouera pas, mais c'était compliqué de ne pas le sélectionner. Ouais. Farouk Cooper, sur les retours, c'est quand même assez satisfaisant. Il a encore fait des dégâts du côté de Seattle le week-end dernier. Mon interrogation sur les punters, mais je ne les suis pas avec précision non plus, donc ça me choque peut-être un petit peu moins non plus. Mais pour en revenir à Hayward, moi, par exemple, c'est vrai que je l'aurais peut-être plus mis en avant. 10 sacs cette saison, encore une fois, pour un joueur qui joue defensive end dans le système 34. À la place de Khalil Mack ou Jurel Casey. Si tu prends un lineman intérieur, Jurel Casey. Jurel Casey, joueur des Titans. Et en l'occurrence, autre chose étonnante concernant la défense AFC, quitte à prendre un joueur de Tennessee, tu peux prendre Kevin Byard. Je pense que c'est... En fait, il voulait absolument mettre un mec de Tennessee. S'il se qualifie en playoff, ça aurait été gênant qu'il n'y ait personne au Pro Bowl. Oui, non, mais là-dessus, je suis d'accord. Alors, si on regarde les safeties, alors je ne vais pas dire de bêtises, je crois qu'il y a Eric Weddle, il y a Rashad Jones et il doit y avoir Micah Hyde. Ouais. Alors, Hyde fait une bonne saison. Rashad Jones, qui me gêne, c'est vraiment l'aspect fiche de son équipe. Aussi, on ne découvre pas aujourd'hui que c'est un super strong safety. Maintenant, la fiche de son équipe, le mettre au Pro Bowl, est-ce que c'était vraiment essentiel ? Après, je repense, est-ce que c'est pas un lot de consolation pour ces mecs-là qui n'iront certainement pas plus loin ? Mais bon, on va y revenir peut-être aussi avec la NFC, mais j'ai un peu de mal avec ce type de sélection-là. Et pareil, Eric Weddle, pour moi, c'est un super joueur, mais c'est un joueur qui est un peu moins performant que ces dernières années. Alors, ça ne veut pas dire qu'il est bidon. Toute la défense des Ravens aussi. Ouais, mais il y a CJ Mosley aussi qui est là. T'as Terrell Suggs, t'en as des joueurs des Ravens. Ouais, c'est vrai. Encore il faut les récompenser. Si j'avais dû choisir un joueur des Titans, j'aurais peut-être pris Byard. Après, encore une fois, c'est toujours la même chose. Je veux dire, c'est difficile de sortir ces joueurs-là du chapeau. De toute façon, c'est les fans qui votent aussi beaucoup. Oui, voilà. Mais c'est vraiment des noms plus clinquants qu'autre chose. Rashad Jones, c'est une bonne chose qu'il soit revenu après sa blessure au niveau qu'est le sien aujourd'hui. Et voilà, et c'est un des meilleurs, si ce n'est le meilleur défenseur de Miami cette saison. Ça, on ne peut pas le retirer. Mais bon, autant récompenser les équipes qui jouent les playoffs également. Et du côté de Tennessee, on n'a pas grand monde. Ouais, c'est vrai. En NFC, tu disais qu'en défense aussi, il y a des choses à dire. Ouais. Des choses à redire, pardon. Tout à fait. Grosse interrogation concernant Gerald McCoy. Là aussi, c'est pareil, c'est censé être un peu la star de cette défense qui est capable les années dernières de faire des trucs et il y va aussi pour ça. Pour moi, c'est le même problème que Rashad Jones. Alors, c'est toujours la même chose, hein. C'est pas nier le talent du joueur. Je suis clairement pas sur cet état d'esprit-là, mais on est dans une équipe qui a quand même fait une saison somme toute quelconque. Ils sont à et Gerald McCoy n'a pas eu non plus, a pas été fabuleux sur tous les matchs de Tampa Bay non plus. Je sais même pas s'il a provoqué un seul turnover depuis le début de la saison. À titre personnel, j'aurais peut-être plus été vers Kawan Short, le defensive tackle de Carolina, qui en plus, selon moi, ça fait encore plus de choses que McCoy. Mais moi, c'est la seule chose qui m'a un petit peu dérangé, avec également le poste de safety. Toujours la même logique, London Collins aux Giants. Ouais, ça, les Giants, il devrait y avoir personne, c'est intolérable. Très bon plaqueur, certes, mais c'est pas la question, c'est un super joueur, mais... Pendant qu'Harrison Smith n'est pas sélectionné avec Minnesota. Ouais, mais il y a déjà 4 mecs de Minnesota, ils se sont dit qu'ils voulaient pas en faire trop. T'en as pas tant que ça des mecs de Minnesota. Hein. Il y a Adam Thielen, Everson Griffin, bien sûr, Xavier Rhodes et Anthony Barr. Je pense que tu peux en avoir plus. Pour une équipe qui a 11-3 cette saison. Et qui a une sérieuse chance d'aller loin en playoff. Il y a d'autres mecs, hein. Un mec comme Eric Kendricks peut y prétendre. Alors il y a les monstres Bobby Wagner et Luke Kuechly au poste de linebacker, donc forcément ça bouge des places, parce que même Dion Jones par exemple à Atlanta aurait pu prétendre à cette place-là. Oui. Il y a des Harrison Smith, très franchement, je pense qu'il aurait mérité plus de Pro Bowl depuis son arrivée dans la ligue que ce qu'il a actuellement. Et puis si tu me le permets, je ne sais pas si tu allais enchaîner là-dessus, tant qu'on parle de la NFC. On y est, vas-y. La ligne offensive, c'est quand même un énorme point d'interrogation. Énormément de joueurs des Cowboys, d'ailleurs 2 joueurs des Redskins. Alors, attends, je les avais sous les yeux. D'ailleurs Trent Williams et Brandon Scherf. De tête. Il y a Allen Johnson des Eagles, mais bon. Oui, en plus il y a Allen Johnson. Alors pareil, même question. Et Brandon Brooks des Eagles. Jason Kelce n'est pas dans la liste. Lui qui fait une excellente saison avec les Eagles. Alors. Je vais être critique je sais être critique envers mon équipe. C'est beau. Alex Mack est un super joueur. Maintenant, il fait un début de saison qui est quand même pas top. Et ça aurait été bien de récompenser la régularité de Jason Kelce sur l'ensemble de la saison régulière. Et puis surtout, et ça c'est ce qui m'étonne encore plus, et là ça ressemble vraiment à un concours de popularité, ou en tout cas des joueurs avec un nom un peu plus clinquant. Il n'y a pas de joueur des Vikings sur la ligne. Il n'y a pas de joueur des Saints sur la ligne. C'est 2 des meilleures lignes offensives très largement, en NFL cette année.
Enfin voilà, je veux dire, avoir un Max Unger en position de centre ou c'est mérité. je sais pas, du côté des Vikings, qui en aura même un Patelfline, le rookie qui fait pas une mauvaise saison non plus. Il joue tous les matchs ? Il est titulaire ? Je vais pas dire de bêtises, encore une fois, je maîtrise pas non plus tous les. C'est pas les postes qu'on voit le plus, mais en tout cas, la ligne des Saints, j'ai à peu près mon idée là-dessus, mais celle des Vikings, en plus avec les quelques problèmes de blessures qu'ils ont eu cette saison. Mais voilà, il y a quand même des noms que tu aurais pu ressortir et Mais voilà, encore une fois, le côté populaire, il se voit chez les votes des fans, je pense. Oui, mais bon, voilà, j'ai rien contre les joueurs des Redskins, par exemple. C'est pas Williams et Turf qui sont deux anciens premiers tours de draft, qui ont déjà été pro bowlers, il me semble, enfin qui sont des valeurs sûres en tout cas dans la ligue que je vais critiquer. Oui, mais c'est des équipes avec une fiche de 6-8 sur des lignes qui sont pas forcément les plus excellentes. Mais tous les ans, tu as des mecs des équipes qui sont nuls parce que c'est un peu le lot de consolation. Ils vont pouvoir se la péter en disant on a un pro bowler dans l'autre équipe. Ouais, mais vous avez rien d'autre. Bon, bah voilà, c'est. Bon, je vais regarder dans le chat, est-ce qu'il y a des idées qui ont été données un peu ? Ouais, Tucker, évidemment. Elliott, le kicker des Eagles, pourquoi on l'a pas pris au lieu de Zurline ? Il démarre la saison ? Je sais pas, parce qu'il me semble qu'il... C'est en semaine 2 ou 3 qu'il y a ce fabuleux coup de pied de 61 yards. C'est très très tôt, hein. Je sais pas. Après, ils sont sans doute un peu moins réguliers que The Warline. J'ai pas les stats des kickers, donc je vais pas raconter de bêtises, mais The Warline, c'est quand même assez costaud. Oui, c'est costaud. Mais après, je sais pas si Elliott le jouera, parce qu'il me semble qu'il est blessé à l'heure actuelle. Ouais, c'est ça. Les Rams viennent de changer de kicker. Non, mais tu parles de The Warline, mais même Elliott, je me demande s'il est pas blessé à Philadelphie, j'ai un doute. Je suis pas au courant. Pareil, on dit qu'on aurait mis Goff à la place de Wilson. Peut-être pas non plus quand même. Moi, je me fais citer Hayward. Goff, il a quand même de la chance d'avoir Gurley pour le soulager un peu. Cooper Kupp, le receveur des Rams, oui, c'est vrai qu'il fait une bonne saison. Maintenant, chez les receveurs en NFC, il y a quand même du monde entre Julio Jones, Adam Thielen, Michael Thomas et Larry Fitzgerald. Fitzgerald, c'est pareil, c'est la popularité. Ouais, enfin bon, il fait quand même une bonne. Alors, il fait une bonne saison, mais il est un peu. Non, mais je suis d'accord avec toi. C'est que sûr, quand j'ai vu son nom, je me suis dit est-ce qu'il n'y avait pas quand même moyen d'avoir un autre joueur ou... Mais encore une fois, tu regardes statistiquement et il n'y a pas forcément à crier au scandale non plus, mais c'est sûr que Larry Fitzgerald, plus les années passent, moins ça fait sexy sur le papier. Mais bon, en attendant, les ballons, il les réceptionne. Sur de nombreux matchs, il permet à Arizona de rester dans le coup avec une attaque complètement au fond du trou. Donc, sur la logique que je t'expliquais tout à l'heure, c'est sûr qu'avoir un receveur dans une équipe qui a une fiche de 6-8, c'est pas forcément extraordinaire, mais bon, ça reste Larry Fitzgerald. Et statistiquement, tu peux difficilement mettre ça en question. Après, tu vois, un Pro Bowl de plus ou de moins pour lui, bon. Non, mais c'est vrai qu'il laisse sa place. Là, c'est la jeunesse. Dégage le vieux. Sébastien, fan des Jets, qui nous dit Jamal Adams méritait le safety des Jets. Jamal Adams aurait mérité. Ouais, peut-être, voilà, comme on disait, ouais. en AFC, il y avait un peu de place. Bakhtiari. Le tackle des Packers, oui. Après, c'est pareil, c'est des postes qui sont difficiles à évaluer. Et comme c'est des gens qui sont pas. Mais c'est un joueur qui est régulier depuis plusieurs années, Bakhtiari, c'est sûr, mais. Bon, il n'y a pas un quarterback forcément, en tout cas celui qui a remplacé Aaron Rodgers, qui a mis en valeur la ligne offensive sur toute la saison. Non. Et voilà, c'est compliqué parce que c'est pas un joueur, c'est pas une top star, on va dire, sur son poste, et en plus sur une ligne qui n'était pas complètement régulière cette année. Donc c'est sûr que c'est des paramètres qui jouent pas en sa faveur. Non. Bon, voilà, on a fait le tour à peu près de cette liste du Pro Bowl. Le Pro Bowl, c'est le 28 janvier à Orlando. Vous pourrez regarder ça. Le résumé sera sur Touchdown Actu. Est-ce qu'il y a un Dodgeball cette année? Je ne crois pas, on n'en a pas parlé. C'est ma grande déception parce que c'est vrai que j'avais beaucoup aimé ça. Tant pis. Eh bien, on va passer tout de suite au prono. C'est parti. Et là, j'affiche un grand sourire parce que vous ne le savez pas. Mais je ne suis plus dernier au prono. Wouhou! C'est dommage, on n'a plus le petit jingle de Samba. J'aimais bien. Dommage. Donc je ne suis plus dernier. Est-ce que c'est pour ça qu'Alain Mattei n'est pas là? Eh ben c'est ma petite explication. Je pense que Alain a eu un peu peur d'assumer les conséquences de ces dernières semaines et que du coup, il a préféré travailler depuis la maison. On l'embrasse. Bon rétablissement. Alors, donc les scores. Pour cette semaine, 10 pour Alain. Et tu vois, c'est même pas pour toi une semaine catastrophique. 10 pour Alain, 11 pour Raphaël et toi, et 14 pour moi. Je vous avoue que dimanche matin, quand j'étais à 1 sur 3, j'étais pas bien du tout. Et finalement, derrière, j'ai plus un sans faute. Donc, touché par la grâce. Yay me. Score global, 138 pour Alain, 139 pour moi, 147 pour Raphaël et 148 pour Greg, qui est toujours notre leader suprême. C'est pas génial, Camille. À chaque fois, il commence par le bas. Alain et Raoul, c'est vraiment des escrocs. Bah ouais, le classement par le bas. Moi, je
je donne par le bas pour D'habitude, on que. donne les leaders d'abord. Moi, mais je bon, donne par pourquoi le bas pour que, comme ça, on voit que c'est plus moi. D'accord. Alors, on va commencer les pronos de cette semaine 16 avec un match du samedi soir. On reprend les matchs du samedi soir à 10h30. Un fabuleux Colts 3-11 chez les Ravens 8-6. Donc, ah oui, c'est dans le sens, pardon, je les ai marqués dans le mauvais sens, excusez-moi. Donc, c'est Ravens-Colts. Les Ravens ont encore une petite chance d'aller chercher les playoffs. Les Colts, rien. Beaucoup moins. Beaucoup moins, on va pas être. Ravens, on est d'accord. Ouais, on va dire Ne Ravens. serait-ce de que toute sur la façon, défense, ouais. je pense qu'ils sont capables d'intercepter 2-3 fois. Ou au moins plier Jacoby Oui, Brissett non, mais avec ça va, cette formidable ça va ligne être offensive. rigolo, ça va être rigolo. L'ami Brissett peut prendre cher. Il se peut qu'il finisse à 0. C'est pas impossible que ce soit un quatrième blanchissage Oui, c'est pour les possible. Ravens. C'est possible. Ce serait sympa. Donc tu prends les Ravens, Raphaël prend les Ravens et Alain prend les Ravens. Sachez que Alain prend tous les mêmes picks que moi. On l'a pas fait exprès, mais donc Alain prend tous les mêmes picks. Donc voilà, Grégory. Non, c'est pas Grégory, c'est Joachim qui note les scores. Voilà, tu sais que Le Alain marquage et à moi la c'est culotte pareil. continue, hein. Voilà, donc il ne veut pas prendre de retard, mais il ne prendra pas d'avance. Dans la nuit de samedi à dimanche à 2h30 du matin, les Packers reçoivent les Vikings. Les Packers à 7-7, les Vikings à 11-3. Aaron Rodgers de retour sur le banc, même sur la liste des blessés. Hein. Les Vikings peuvent s'assurer un tour de repos avec une semaine de repos avec une victoire. Les Vikings sont très largement favoris, surtout avec Brent Hundley en face. Bah, c'est un peu ça. Je pense que s'il y avait eu Aaron Rodgers, alors malgré le fait que les Falcons, avec leur victoire, ont définitivement éliminé Green Bay de la course au playoff, peut-être que le fait que Rodgers revienne, travailler les automatismes, je sais pas, ces fameux running back qui étaient assez prometteurs, même si on les a pas utilisés le week-end dernier, ça aurait pu Ouais, mais éventuellement justement, semer le doute. Pas bête, Mais là, vu que Rodgers est sur le banc, peut-être que McCarthy va se souvenir qu'il y a des coureurs et que du coup il va les faire courir. Oui, mais du coup, tu as un quarterback Face à qui, Minnesota. contre la défense de Minnesota, peut Voilà. prendre très cher. Donc, Bonne chance. c'est sûr que là, ça réduit un petit peu le doute, j'irai avec Ouais. Minnesota Non, également. mais sur ce tout le monde match-là. Minnesota. Pour ce match, Minnesota, pour Raphaël, pour Alain, pour Raoul, pour Greg. Dimanche à 19h, les Bengals à 5-9 qui reçoivent les Lions à 8-6. Les Lions qui sont eux aussi encore dans la course et qui sont, je pense, favoris de ce match pour plein de bonnes raisons. De toute façon, ils sont meilleurs. Voilà. Bah, meilleur quarterback de moins de 30 ans déjà. Déjà, meilleur quarterback de moins de 30 ans, meilleure ligne offensive. Et encore. Meilleure ligne offensive. Bah, par rapport à celle Oh des là, Bengals. Ouais, je sais pas, il y a match. Hein. T'es Ils ont dur. pris plus de sacs que Cincinnati cette saison des trois. T'es hein, dur, donc, quand même. non, je t'assure, hein, c'est Bon, c'est une ligne si de tu le merde. dis, si tu le dis. On peut le dire. Disons-le. C'est peut-être un des rares motifs d'espoir d'ailleurs pour Cincinnati. Détroit a cet avantage d'avoir une fin de calendrier relativement clémente. Plus favorable. Ils auront Green Bay la semaine prochaine, donc c'est sûr que pour Ouais. espérer avoir une fiche de 10-6 et rester en course jusqu'au bout, ça peut être intéressant. Bah ouais. Contre une équipe de Cincinnati qui est vraiment au fond du saut avec 2 fessées de suite contre Chicago et Minnesota. Je serais quand même assez étonné que les Lions ne s'imposent pas, même Ouais, s'il moi y a aussi. un paramètre coaching que je n'oublie Ah, pas. le paramètre du coaching, côté le fameux. du Michigan. Mais Marvin Lewis est toujours là finalement. Ah oui, mais de toute façon, incroyable, il cette parlait affaire. À la fin de d'une l'année démission à la fin de l'année. Ah bon, A bon bah, priori. ça va alors, tranquille. Moi je prends les Lions. Ouais. Mhm. Raphaël aussi. a priori. Raphaël aussi et Alain aussi. Allez, bien. tout le monde, les Lions. Dolphins, les Chiefs qui reçoivent les Dolphins, les Chiefs à 8-6, les Dolphins à 6-8. Les Chiefs qui doivent gagner s'il ne va pas avoir Los Angeles revenir sur eux finalement. Ouais. Puisque certes ils viennent de gagner, mais la fin de saison n'est pas encore là et il ne faudrait pas qu'ils prennent un faux pas et que du coup les Chargers leur repassent devant. C'est un match qui est à leur portée normalement. Oui, alors c'est vrai que Kansas City, ils ont cette faculté à gagner à New England, à gagner ce type de match en confrontation directe et puis à se prendre les pieds dans le tapis à ouais. New York contre les deux franchises C'est ça. de la grosse pomme. Donc il y a ce petit problème-là. Miami montre un visage différent chaque semaine. Mais c'est sûr que là, en l'occurrence, si Kansas City ne gagne pas, alors qu'ils ont toutes les cartes en main pour remporter la division, je crois même que Carrimon revient en force. s'ils gagnent, ils remportent Oui, officiellement la FC West. puisqu'ils auraient le tiebreaker avec les Chargers, même si les Chargers gagnent les deux et que perdent le Très dernier. franchement, Miami a toujours une chance de playoff, aussi difficile légère, que ça puisse mais paraître. ouais. Il faut un Ouais, gros ouais. concours de circonstances. Ouais, ouais. Mais bon, très franchement, sur ce genre de configuration comme la semaine dernière, j'y vais avec Kansas City. Ouais, tout le monde, Raphaël, Alain et moi aussi. Les Patriots à 11-3 reçoivent les Bills à 8-6. Et si les Bills créent la surprise, monsieur? Pourquoi pas? Les Patriots, ils n'ont pas été rassurants la semaine dernière. Buffalo, ils aiment bien gagner un match en fin d'année pour embêter un peu les Patriots. Enfin, ils les gagnent souvent quand les Patriots n'ont plus grand chose à jouer. Là, en l'occurrence, les Patriots ils viennent de sortir d'un match à Pittsburgh où ils sont allés chercher la première place de l'AFC. Ça ferait quand même. C'est pas impossible, hein,
Mais ça ferait quand même un peu tâche quand on connaît Belichick de perdre un match dans la foulée pour redonner la tête de la conférence. Je vais vous rassurer tout de suite. Finalement, il y avait TD de Jesse James. Allez-y, Buffalo. Je vais pas prendre les Bills, je vais prendre les Patriots. Mais si les Patriots jouent comme la semaine dernière, bon, attention, hein, parce que les Bills sont pas ridicules. Ils sont à 8-6 cette année. Non, c'est pas dire qu'ils sont... Ça peut être un match sympa à regarder. C'est pas dire qu'ils sont ridicules. Maintenant, ils restent, je trouve, relativement limités en attaque. Il faut quand même se rappeler de leur match à l'aller, qui n'avait pas eu si longtemps que ça, d'ailleurs, du côté de Buffalo, où l'attaque avait quand même très, très sérieusement patiné contre une défense des Pats qui est loin d'être la plus impressionnante de la Ligue cette saison. La seule chance des Bills, c'est qu'il neige à Boston et que ça neige partout et que. Non, ce sera peut-être pas une balade de New England, mais je pense que les Patriots vont s'imposer quand même. Mais oui, normalement c'est bon. Patriots pour Raphaël, Patriots pour Alain. Les Bears à 4-10 qui reçoivent les Browns à 0-14. Les Browns, c'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais. Ils jouent les Steelers en semaine 17, donc ça c'est mort. Et là, à Pittsburgh en plus. À Pittsburgh, donc là vous les oubliez. Donc franchement, s'ils veulent pas finir à 0-16, c'est ce match-là. Il n'y a pas 36 solutions. Et moi, je ne pense pas qu'ils finiront à 0-16. Je pense qu'ils finissent à 1-15 et je ne pense pas qu'ils gagnent la semaine prochaine. Donc, attention, je prends les Browns. Et Alain Mattei aussi. Et pourquoi tu prends les Browns juste pour le sursaut d'orgueil? Parce que les Bears, d'accord, ils sont capables de battre les Falcons, mais c'est tout quoi. Mais les Bears n'ont pas battu les Falcons. Mais je confonds toujours avec les Panthers. Il va nous la faire à chaque fois. Non, bon. C'est les Panthers qui ont battu. C'est ton équipe. Je ne peux pas l'admettre. Bon, non mais pourquoi? Mais parce que y a du mieux, parce que avant ils menaient jamais, maintenant ils mènent un peu dans le match. Parfois à la mi-temps ils sont devant et les Bears, ils sont capables de faire n'importe quoi. Et de toute façon, j'ai pas envie de parier pour les Bears. Non, mais alors, autant je trouve ton pronostic relativement farfelu, autant c'est vrai que Chicago a ce côté un petit peu schizophrène, le côté justement d'être capable de battre Carolina, Pittsburgh, c'est Baltimore. Carolina qu'ils ont battu? Ouais. Ah, je savais pas. Pittsburgh, Baltimore à Baltimore. Et malgré tout se prendre les pieds dans le tapis contre San Francisco à la maison ou contre des équipes qui étaient quand même un peu plus à leur portée. Donc, ce serait pas non plus totalement farfelu de devoir perdre à domicile contre Cleveland. Maintenant, très franchement, il faut prendre un peu sur soi pour parier les Browns. Cleveland ils sont loin quand même. C'est pas facile. Cleveland ils sont loin. Est-ce qu'ils sont si loin que ça de Chicago quand même? Ouais, je pense que la défense des Bears aura même pas besoin de forcer son talent pour provoquer les turnovers de Deshaun Kaiser. Josh Gordon, la révélation. Enfin, sans trop d'originalité, ça va être un match moche, mais avec une victoire de Chicago au bout, selon moi. Très bien. Raphaël est d'accord avec toi, et donc Alain et moi, on prend. Ah bah alors attends, Alain me dit sur le chat qu'il prend les Bears finalement. C'est de la triche ça, monsieur Mattei. J'ai l'impression, comme on dit dans le jargon, j'ai l'impression qu'il te laisse dans ta galère. Ah bah super. Ah bah alors moi j'ai pas de problème. Hein. Moi si je prends un point de plus, je suis bon. Hein. Match suivant, les Panthers à 10-4 qui reçoivent les Buccaneers à 4-10. Est-ce que tu permets que je te coupe parce qu'il faut quand même rappeler qu'on a un chat interne donc, au sein de la rédaction et Alain était tout fier de nous annoncer qu'il pronostiquait les Browns pour montrer justement qu'il allait peut-être jouer la différence. Et derrière Raoul lui a dit eh ben non, moi aussi. Bon, l'effet complètement cassé. Il dit il est dernier au classement, il a le droit de choisir en dernier, c'est vrai. Bon. Acceptons. Très bien. Move désespéré. Ouais, un petit peu. Je le rappelle. Les Panthers à 10-4 qui reçoivent le Buccaneers à 4-10. Les Panthers doivent gagner pour être sûrs de se qualifier en play-off. C'est dans leur corde aussi. Hein. On les a vus en forme la semaine dernière face aux Packers des deux côtés du ballon. Les Tampa Bay Buccaneers, c'est quand même pas la grande saison. Normalement, c'est dans leur poche. Non, c'est deux dynamiques clairement différentes, avec une équipe de Tampa qui peine notamment à avancer au sol contre un des meilleurs, si ce n'est meilleur run-stop de la ligue, à mon avis. Même si Thomas Davis n'est pas là. Suspendu pour un match, son tout à plaquage fait. Un peu limite un match au lieu de deux. C'est un euphémisme. Sur Davante Adams, pardon. Ouais. Donc oui, Carolina quand même sur ce match-là. Je serais étonné que les Bucks créent la surprise. Ouais, de toute façon, Raphaël et Alain sont d'accord avec toi. Tout le monde prend les Panthers. Saints 10-4, Falcons 9-5, on en a parlé. Je prends les Saints, tu prends les Saints, Raphaël prend les Saints. Si Alain prend les Saints, je confirme. Parfait. Je persiste ici. Redskins à 6-8 qui reçoivent les Broncos à 5-9. Il est un peu incertain ce match. Je le trouve pas facile à pronostiquer. En fait, la défense de Denver est capable, à mon avis, de faire un peu chier ces Redskins décimés par les blessures.
Moi, je serais pas surpris, et d'ailleurs, je vais prendre Denver. Je serais pas surpris que Denver puisse gagner ce match. Enfin, cette défense des Redskins, elle est capable de faire chier cette attaque de Denver pour le moins, comment dire, ronronnante. Qui certes reste sur une victoire clinquante sur l'ogre Indianapolis. On fait tous les mots en honte ou ça marche comment avec un Broncosweiler arrivé du fin fond des morts. Mais là, en l'occurrence, contre Washington, il y a quand même des joueurs capables de provoquer des turnovers, ne serait-ce que dans le backfield défensif. Donc c'est sûr que, encore une fois, sur le papier, c'est assez équilibré. La preuve, Washington n'a pas déroulé loin de là contre Arizona. Ah ouais. Ça peut jouer sur un coup de dé. Moi, personnellement, je continue à aller vers Washington sur cette Washington, donc très bien. Washington pour toi, Washington pour Raphaël aussi. Et Alain et moi prenons les Broncos. Et l'écart, il peut se creuser entre les deux leaders et les deux derniers. Ouais, finalement, on va pouvoir mettre 3 points par match de playoff. Ouais, c'est ça. Nous, on est tranquille à la fin de la saison régulière. On sait qu'on fait pas le gage. Ouais. Titans à 8-6 contre Rams à 10-4. Fun fact, c'est le seul match de la semaine qui est une affiche potentielle du Super Bowl. Voilà. Je dis ça, je laisse ça traîner dans l'air. Alors, sauf si on considère que les Raiders peuvent encore se qualifier en playoff. Ils jouent les Eagles. Mais sinon, Rams-Titans, pour l'instant... toi, t'es génial. Toi, tu sors une stat et tu fais... Ah, c'est la seule possibilité. C'est la seule, avec deux équipes qualifiées à l'heure actuelle. Oui, on est d'accord. Mais à Tennessee, attention. Ils sont, pour l'instant, ils sont qualifiés. Sur une bonne vibe, pour l'instant, c'est pour ça que je dis pour l'instant. Ouais. De toute façon, sur ce match-là, je vois pas ce qu'ils ont pour arrêter déjà Todd Gurley et pour arrêter les Rams en général. En attaque comme en défense d'ailleurs. Puisque en défense, les Rams ils vont se régaler aussi. Ça va pas être facile pour Tennessee. C'est peut-être le retour à la réalité là. Ouais, il y avait beaucoup de blessés certes du côté de Seattle, mais quand on arrive à marquer 42 points sur le terrain des Seahawks, je pense que marquer à Tennessee, c'est pas si plus compliqué non plus. C'est pas le stade le plus violent de la NFL. Encore une fois, Tennessee, c'est quoi? C'est 2-3 défaites de suite? J'ai un doute. Il y a Arizona, Ils étaient à 8-4. San Francisco. Ouais, ils étaient à 8-4. Donc là, ils sont à 8-6. Bon, que 2 défaites de suite, mais en tout cas, c'est pas joli même quand ils gagnent. Donc là, sur ce match-là, sur ce Fisher Bowl, sur ce Jeff Fisher Bowl. Jeff Fisher Bowl, incroyable. Quand même, Los Angeles. Les Rams pour tout le monde. Jets à 5-9 contre les Chargers à 7-7. Et donc, on l'a dit tout à l'heure, les Chargers, ils vont avoir du mal à aller chercher les playoffs depuis qu'ils ont perdu face aux Chiefs. Les Jets, ils n'ont pas été ridicules cette année. Les Chargers, ils sont capables de faire n'importe quoi sur un match. Les Jets aussi, hein. Mais voilà, c'est pas évident à pronostiquer, je trouve, comme match. Ouais. Alors, Raphaël le soulignait fort justement mardi, les Chargers ont quand même toujours une chance pour les playoffs. Contre une attaque qui a quelques incertitudes sur le poste de quarterback. Sur le poste de quarterback, ouais, c'est le problème. Très franchement, quand on voit le match des Jets à New Orleans, la cascade de turnover des Saints, et pourtant le fait que New Orleans à chaque fois arrivait à récupérer le ballon, ça en dit long sur le niveau de l'attaque new-yorkaise. Sur ce match-là, en tout cas, ils ont montré un bien meilleur visage sur d'autres semaines, mais là, en tout cas, on sent qu'ils attendent la fin de saison avec impatience parce que pas de quarterback, une ligne offensive qui reste une des lignes très moyennes de la ligue contre un tel pass rush. Le pass rush, ça va être l'enfer. Mais après, je pense que ça peut profiter quand même aux Chargers. En plus, c'est un peu comme ce qu'on a dit avec les Saints, c'est que les Chargers sont capables de perdre plein de ballons, mais si derrière il n'y a rien, ça avance pas côté Jets, ça va être réglé. Pour moi, Los Angeles. Chargers pour Raphaël, Chargers pour tout le monde. Dimanche à 22h05, les 49ers à 4-10 qui reçoivent les Jaguars à 10-4. Est-ce que Jimmy Garoppolo va réussir à gagner un 4e match d'affilée? Je suis très content, j'ai écrit Garoppolo sans me tromper la première fois sur ma feuille. Est-ce que Blake Bortles va lancer 4 touchdowns sans interception et sera nommé MVP de la saison? Tant de questions sans réponse. T'es fier de ton effet là? Ouais, un petit peu. D'accord. J'avoue, je l'ai travaillé. Non, alors pour le coup, tu t'en plaisantes, mais c'est sûr que c'est un match c'est ça le truc. Qui a tout du piège. Jacksonville avait perdu à Arizona, si je ne me trompe pas, il y a quelques semaines de ça. Ouais, un peu à la surprise générale. Donc certes, la dynamique ces dernières semaines l'aurait plus ou moins favorable, avec notamment ce succès de référence contre les Seahawks. Puis la qualification en play-off, tout ça, ils sont sur une bonne dynamique. Voilà. Bon, on sent que Blake Bortles est un peu plus, beaucoup plus solide en l'occurrence. Il a la ligne, il arrive à sortir des receveurs il a la confiance, quand ses starters sont blessés. Parce qu'il n'avait pas forcément en début de saison aussi.
Voilà. Après, cette équipe de San Francisco, elle est sur une très bonne dynamique également, avec un Jimmy Garoppolo qui, là, pour le coup, va tomber sur un gros test contre une excellente défense. Bah ouais, c'est ça. Alors, le souci, c'est qu'il n'y a pas que les cornerbacks qu'il va falloir surveiller, parce que sa ligne offensive est loin d'être extraordinaire, et contre le meilleur pass rush de la ligue à l'heure actuelle, ça peut se gâter. C'est ce qui me pousse à aller un peu plus vers Jacksonville, mais on peut avoir une rencontre relativement Moi aussi, c'est ce que Raphaël et Alain prennent les Jaguars aussi. C'est vrai que cette défense de Jacksonville va faire du mal à Jimmy Garoppolo. Et c'est dommage parce qu'on l'aime bien, il faudrait pas abîmer son joli visage, mais c'est mal parti. C'est quand même un salaud lui, parce que Jacoby Brissett il prend cher, il fait ça va être rigolo de voir Jacoby Brissett en prendre plein la tronche. Par contre, Jimmy Garoppolo, ça t'embête un peu. Hein. Ouais, je sais pas. Ouais, ça t'est chouchou. Tu sais parce que c'est tous les deux des anciens Patriots. Ouais, je sais pas. Ouais, non, visiblement, voilà, t'aurais eu un chouchou si t'avais été membre du coaching staff des Pats. Voilà, t'aurais ta petite préférence. Peut-être. Dimanche à 22h25, les Cowboys à 8-6 qui reçoivent les Seahawks à 8-6. Ça, c'est peut-être le match le plus indécis de la semaine. Parce que on sait pas très bien où en sont les deux équipes en fait. C'est-à-dire que les Seahawks là, ils viennent de prendre une fessée, on peut dire une fessée monumentale chez eux. Quasiment deux de suite. Ouais. Parce que même à Jacksonville, c'était pas beau. Hein. Ouais. Je prends en plus à témoin, mais même à Jacksonville. Ah bah là, c'était chez eux, donc ça ajoute un peu. Les Cowboys, ils sont chancelants depuis quelques matchs. Il y a le retour d'Ezekiel Elliott. On sait pas ce que ça va donner, mais normalement, c'est meilleur. Et lui, Russell Wilson. Tu penses? Bah. Ouais, j'aime bien normalement. Ouais, mais tu vois, face à cette défense de Seattle qui est peut-être pas au top, mais qui est normalement censée être une des meilleures de la ligue. Bon, voilà, c'est pas gagné d'avance. Et il y a toujours Russell Wilson qui va lutter pour sa survie. Ça va être. Ça c'est sûr. Après, l'avantage, c'est que j'ai la sensation que ces dernières semaines, malgré l'absence d'Ezekiel Elliott, Jason Garrett et son coordinateur Scott Linehan ont réussi à s'ajuster un peu pour permettre à Dak Prescott de réussir à bien gérer et à remporter les succès nécessaires pour rester dans la course. Ezekiel Elliott va revenir. On sait que c'est un joueur qui est très orgueilleux. Après 6 semaines que lui considère en tout cas comme très injuste de suspension. Voilà, il rencontre une équipe de Seattle qui vient de se faire marcher dessus par Todd Gurley, qui a toujours des problèmes de blessure avec ne serait-ce que Bobby Wagner et KJ Wright, même si a priori les deux pourraient être là ce week-end. On ne sait pas encore dans quel état de forme. On a vu que Wagner contre Los Angeles, c'était pas top. Sortir. Voilà. Donc c'est sûr que moi, c'est ce qui me pousse à aller un peu plus vers Dallas. Sur ce match-là, il faudra voir comment la défense arrive à appréhender Russell Wilson. Mais en l'occurrence, voilà, je sais que Rod Marinelli n'est pas le premier coordinateur défensif venu. Donc je pense que voilà, il maintiendra pas Seattle à 0 points pour exagérer, pour grossir le trait. Mais en tout cas, il arrivera peut-être sans doute à freiner suffisamment cette attaque pour permettre à Dallas d'avoir un petit peu plus de points. C'est ce qui me pousse à aller un petit peu plus vers les Cowboys. Moi, je suis assez d'accord avec toi de manière générale. Et puis, même si on n'en est pas sûr, je pense que Elliott, de retour, comme tu l'as dit, un peu orgueilleux, il va vouloir prouver qu'il est toujours là. Donc, les Cowboys pour moi, les Cowboys pour Alain et les Seahawks pour Raphaël. Ouais, mais alors son argument se tenait, parce que pareil, on en a discuté en interne sur le site, mais son argument se tenait, c'est vrai, le côté un petit peu réaction des Seahawks, le fait de ne pas prendre trois volées de suite comme ça. C'est un argument que je trouvais intéressant lorsqu'ils avaient reçu les Eagles après 2 défaites de suite à la maison. On a vu qu'ils ont réagi. Là, voilà, dans un vestiaire qui est quand même assez caractériel, même si encore une fois c'est une hécatombe, notamment en défense. Sait-on jamais. C'est pas une équipe à prendre à la légère. Non, mais c'est jamais une équipe à prendre à la légère. C'est peut-être un match qui pourrait même se jouer en prolongation, qui sait. Ah, peut-être pas. Peut-être, pourquoi pas. Voir Ça donnerait un match nul au secours. Ouais, pitié pas. Moi, ça me dérange pas, je signe pour un match nul. Pour les Falcons, c'est intéressant. Bien. Cardinals à 6-8 contre les Giants à 2-12. En fait, celui-là aussi, il est assez indécis comme match, mais peut-être pas dans le bon sens. Ouais. Moi, je vais prendre les Giants sur ce match. Ils ont la moins bonne fiche, mais ils ont des joueurs plus talentueux. Ils ont plus de joueurs talentueux normalement. Eli Manning face à Blaine Gabbert. Je sais plus. Peut-être qu'ils veulent sauver les apparences en fin de saison, pas finir avec seulement 2-3 victoires. Avec 2 victoires. C'est pas facile à dire, il n'y a pas beaucoup d'arguments. Je sais toujours pas quoi en penser de cette équipe des Giants, parce que certes, ils ont montré une belle opposition face aux Eagles, mais contre une équipe de Philadelphie qui était clairement pas au niveau qu'elle a montré cette saison. Donc, c'est une équipe qui est capable d'alterner
le correct. On va dire que c'est une équipe qui peut s'adapter au niveau potentiel de son adversaire. Voilà, ils sont capables de sortir des belles prestations, de surprendre par exemple à Denver où personne ne les attendait, même face aux Chiefs, il n'y a pas si longtemps que ça. De pousser dans leur dernier retranchement les Eagles et puis d'aller perdre des matchs tout pourris. À l'époque à San Francisco où il n'y avait pas encore Garoppolo et où les Niners étaient encore à 0 victoire. Ouais. Honnêtement, je sais pas. La défense se vaut. L'attaque, si elle continue comme le week-end dernier, oui, les Giants ont peut-être un avantage. Après, j'irai avec Arizona à la maison. C'est pas fabuleux ce qu'ils font depuis le début de l'année, mais en tout cas, ce type de match, ils sont capables de les remporter. Donc voilà, Cardinals sans plus de conviction que ça. Eh bien, tu es le seul puisque Raphaël, Alain et moi prenons les Giants. Très bien. Très bien. Match suivant. Alors, il n'y a pas de Sunday Night Football. Il n'y a pas de match dans la nuit de dimanche à lundi. Le match suivant, c'est le lundi à 10h30 du soir, à 22h30 donc. Les Texans qui reçoivent les Steelers. Texans à 4-10, Steelers à 11-3. Donc c'est un Monday Afternoon Football. Il n'y a pas grand chose à en dire de celui-là, malheureusement. Les Texans sont toujours décimés par les blessures et les Steelers vont aller en playoff. Voilà, tout simplement. Ouais, ils vont aller en playoff. Alors, il y a toujours éventuellement la possibilité, tu parlais de l'hypothèse un peu folle que les Patriots perdent face aux Bills. Voilà, Ils peuvent sachant qu'ils vont récupérer recevoir un truc. Buffalo et les Jets, c'est loin d'être fait, mais en tout cas, pour rester dans le coup, il leur faut une victoire à Houston. Malheureusement, on n'aura pas les retrouvailles entre les frères Watt qu'on attendait avec impatience. Mais ouais, il sera peut-être là quand même. JJ, il sera sur le banc. Mais bon, je serais étonné que Pittsburgh perde un deuxième match de suite avec ce qu'ils ont montré contre New England. Moi aussi. Même si Antonio Brown ne sera pas là. Non, mais ça ne les a pas empêchés de rester jusqu'au bout dans le coup contre les Pats. Il y a quand même Le'Veon Bell, il y a quand même Jesse James, il y a quand même Eli Rogers, il y a quand même Martavis Bryant, il y a quand même du monde. Voilà, tout le monde prend les Steelers de toute façon sur ce match. Il n'y a pas trop de débat. Et le Monday Night Football, celui-là, il y est. Mardi à 2h30 du matin. Eagles 12-2, je vais y arriver, contre Raiders 6-8. Les Eagles sont quand même favoris, même sans Carson Wentz. Ce qui veut tout dire peut-être pour les Raiders. C'est pas très beau. Malheureusement, ouais. C'est pareil, voilà, les Raiders, malheureusement, on les attendait bien meilleurs cette saison. Ils ont sous-performé. La défense n'a pas réussi à les tenir, alors qu'il fallait vraiment que ce soit eux qui augmentent leur niveau de jeu. L'attaque s'est écroulée toute l'année. C'est face aux Eagles, même sans Carson Wentz. Alors, je vois pas ce qui pourrait les faire leur donner l'espoir. T'en parlais tout à l'heure, c'est sûr que c'est très farfelu, mais ces deux équipes qui sont encore potentiellement qualifiables en play-off. Oui, c'est vrai. Auckland a une chance très infime. Maintenant, les Eagles n'ont pas encore assuré la première place de la conférence nationale, sauf erreur de ma part. Non. Donc il y a toujours quand même une petite carotte au bout. S'ils gagnent, a priori, ces premières places de la NFC assurées. Donc les Vikings sont à combien? J'ai oublié. Ils sont à 11-3. Je suis pas sûr. Ouais. Je pense que les Eagles ont l'avantage sur le tie-breaker. À cause des matchs de division, à cause de la fiche de conférence. Ah oui, ça. Encore une fois, c'est un truc assez... je m'embrouille entre toutes les équipes, donc je ne vais pas dire de bêtises, mais en tout cas, les Eagles ont, quoi qu'il arrive, quelque chose à jouer. Peut-être qu'ils devront également jouer le coup en 17e semaine contre Dallas. Mais en tout cas, là, il y a un enjeu, donc j'irai clairement avec les Eagles. Oui. Nick Foles n'a pas été déshonorant, loin de là, sur le terrain de New York. C'est un bon remplaçant, on peut le dire. Ça devrait faire l'affaire, je pense. On peut le dire. Eagles pour Raphaël, Eagles pour Alain, Eagles pour moi. Sachez que ce sera le grand duel en interne dans la rédaction, puisque Romain Terrasse, notre graphiste, et Loïc Goyet, notre développeur, sont respectivement fans des Raiders et des Eagles. Ça devrait promettre du beau trash talk sur le chat interne, j'espère. Voilà pour tous les pronos. On va passer au code de la semaine. Les codes de la semaine avec notre partenaire Unibet. N'hésitez pas à aller vous inscrire si vous n'y êtes toujours pas. Vous passez par le site, vous avez le menu déroulant à droite avec l'adresse pour aller sur Unibet. Cette semaine, qu'est-ce qu'on a comme cote, Grégory ? Alors moi, ma cote, ça va peut-être paraître un petit peu surprenant de par ce que j'ai mis un petit peu plus tôt, mais j'y vais avec les Bengals à 2,50. Ok, les Bengals pour la qui grosse zone d'ombre que j'évoquais tout à l'heure. Je sais qu'ils affrontent, mais j'ai oublié les Lions. Les Lions, le coaching staff de Détroit. On sait que Détroit a toujours un petit peu de mal, a toujours tendance à coincer au mois de décembre. Alors, il peut y avoir une exception à la règle cette année. Encore une fois, leur calendrier peut leur permettre de. Mais voilà, on est dans une fin de saison où certes, il y a beaucoup de blessures du côté de Cincinnati, mais maintenant qu'on a appris ce qu'on a appris avec... ce qu'on est susceptible d'apprendre dans les prochaines semaines avec Marvin Lewis, il y a peut-être une petite envie de
de réaction de la part de Cincinnati contre une équipe de Détroit qui peut éventuellement, Attends on le va dernier dire- carton pour jouer. par exemple, ou en tout cas craquer dans le momentum avec notamment des décisions un petit peu calamiteuses de Tim Caldwell. Je ne serais pas étonné. Non. Donc voilà, c'est le seul motif d'espoir. Après, clairement, Détroit est favori, mais je pense que c'est pas une cote qui est si farfelue que ça. Avec une cote à 2,50, je pense que ça se joue. Les Bengals à 2,50. Moi, j'ai choisi les Giants à 2,30 face aux Cardinals. On vient d'en parler. Les Giants qui ont plus peut-être de talent, même malgré leur bilan catastrophique cette saison. Et parce que dans le duel des quarterbacks, Eli Manning contre Blaine Gabbert, je vois plutôt Eli Manning l'emporter pour sauver un peu les apparences de cette fin de saison. J'ai quand même demandé à Alain, il n'est pas là, mais il a quand même le droit de participer. Lui, il choisit les Broncos à 2,25 contre les Redskins. On les a tous les deux pronostiqués. Les Broncos qui peuvent peut-être faire un coup à Washington avec cette défense qui est pas très bonne en ce moment, mais qui peut être meilleure, qui est assez agressive et qui, face à une équipe des Redskins décimée par les blessures, pourquoi ne pas faire un coup? Pourquoi pas? Ça se tente. Donc notre combiné des Bengals plus des Giants plus les Broncos pour 10 € misés sur Unibet, vous gagnez 129,38 €. Voilà pour nos paris pour la semaine 16. Et on va faire un YOLO, puisque Alain n'est pas là, mais on peut quand même rigoler. Si tu veux, je peux essayer de regarder les cotes si tu veux pour essayer d'en trouver. Je sais pas Non, si c'est t'as pas la déjà peine, tout, je l'ai t'as déjà fait, tout en fait. trouvé. Ouais, Oh là moi, là, il je fait suis- tout seul. Je suis un putain. tyran, moi je suis un Ah là tyran. là. Moi, on m'a laissé la place, alors je fais tout. On m'a dit que je servais à quelque chose, mais en fait pas du tout. T'abuses. J'ai jamais dit ça. Que tu Vas-y. servais à quelque chose. C'est dégueulasse. Le YOLO. Alors, on peut se faire plaisir vu que cette semaine, il y a des codes de dingue. Vas-y. En fait, les favoris, il n'y en a aucun au-dessus de 1,42. Donc, forcément, les pas favoris, j'arrive jamais à trouver le mot. Les outsiders. Ouais, mais à chaque fois, j'essaie de trouver un mot en français. Mais je trouve pas. Bon, sont très élevés. Alors, donc on regarde les trois qu'on a. Les Bengals, les Giants, les Broncos. On rajoute les Seahawks face aux Cowboys à 2,50. Pourquoi pas? La réaction des champions, enfin en tout cas de la grosse équipe, après 2 défaites humiliantes qui vont vouloir se venger, pourquoi pas? Les 49ers face aux Jaguars à 2,40. Ouais. C'est pareil, les 49ers, bon... Sur un malentendu. ça peut Ouais, passer. Jimmy Garoppolo, la hype, tout ça. Les Jaguars sont capables de se vautrer, on l'a vu face aux Cardinals. Donc bon, en plus maintenant qu'ils sont assurés des playoffs, peut-être qu'ils vont relâcher inconsciemment un peu la pression. Pourquoi pas. Les Falcons à 2,70 face aux Saints. Toi t'aimes pas ça parce que t'es superstitieux, mais bon, Vas-y. c'est pas intolérable. Le dernier, je suis un peu plus douteux, mais ça me fait marrer. Les Jets face aux Chargers, 2,90. Bah, franchement, c'est un truc, j'aurais pu le citer parce que c'est vrai qu'on en parlait. C'est sûr que les Chargers, c'est pas hyper rassurant. Bah de non, toute c'est pas façon, quel que rassurant. soit le match. Ouais. Mais, Il y a moi, quand même moi, ce c'est gros vrai- pass moi, rush. Moi, c'est vraiment c'est l'attaque en général des Jets qui m'inquiète un petit peu. quand même. Ouais, La mais- défense peut faire le boulot et provoquer les turnovers. Après, Ouais, est-ce voilà. que l'attaque Est-ce va que les l'attaque bonifier, va c'est s'en autre chose. servir? Ça peut finir à 6-3. Hein. Ce serait moche. Ouais. Surtout Keenan Allen est le blessé pour les Ah, c'est possible. Chargers et Hunter Henry est sur la liste des blessés, donc Alors là, out aussi. S'il n'y a plus Hunter Henry, Et ça, tu me le dis le maintenant. nouveau Antonio Gates, le nouveau Greg Olsen. Ouais. Bref. donc, Donc, n'en fais pas trop, tu n'as pas besoin. hein, ça se voit de toute façon. tu es un immense menteur. Donc, on résume. Les Giants, les Bengals, les Broncos, les Seahawks, les 49ers, les Falcons et les Jets. Oui, c'est osé. Mais sachez que si vous misez 5 petits euros, vous pouvez gagner 3 494,12 €, monsieur. Exactement. Écoute, c'est beau. Voilà, tout C'est simplement. beau. Le YOLO Du coup, de la... du coup, on va pouvoir. Celui qui remporte ça avec notre YOLO, il va pouvoir participer à notre nouveau Tipeee. Ah bah ouais, on rachète... si on gagne un YOLO un jour, on rachète les Panthers. Hein, ça, Bah c'est ouais. direct. C'est direct. Bon, voilà. Malheureusement, c'est déjà la fin de ce podcast. Je suis très triste. Merci Grégory, merci Camille. Merci à toi, Bah ouais, merci. moi j'aime bien ces moments passés ensemble et avec vous aussi, bien sûr, sur Facebook Live et en replay. Vous pouvez nous retrouver dès mardi prochain dans le podcast Touchdown Actu. Attention, info, il n'y a pas de fauteuil cette semaine. Ah là Et là non, là on est là. désolé, mais c'est Noël, on vous laisse tranquille, on ne vous impose pas de vous mettre devant l'ordinateur à 18h. C'est notre cadeau. Pour Noël, on vous C'est fout la paix. notre cadeau. Restez tranquillement chez vous, soyez en famille, faites ce que vous voulez, profitez-en. Voilà, donc il n'y aura pas de fauteuil. En plus, Alain a passé l'après-midi à checker les contreparties Tipeee parce qu'on a malheureusement pris beaucoup de retard. On n'a pas pu faire passer tous les gens à l'antenne, on n'a pas pu envoyer encore tous les t-shirts. Donc vérifiez bien vos mails si vous avez donné pour des contreparties sur Tipeee. On est en train de s'en occuper, promis, avec le déménagement, la mise en place, tout ça. C'était un peu compliqué, mais ça va venir très vite. Donc checkez vos mails si vous l'avez fait. Ça va arriver
bientôt. L'émission du jour qui était présentée par Unibet, votre détour obligatoire pour les paris en ligne sur la NFL. N'hésitez pas à aller parier sur leur site avec les codes qu'on vient de vous donner, avec modération bien sûr. J'aime bien quand tu plisses les yeux comme ça. Votre détour obligatoire. Obligatoire, bien sûr. Mais c'est des petits effets. Vous pouvez nous écouter sur Deezer, sur SoundCloud, sur iTunes, sur YouTube. Abonnez-vous de partout. Ça nous fait super plaisir à chaque fois. Grégory, tu es sur Twitter, @YellowRadiosa. Camille aussi, c'est @CamilleSarben. Et moi, c'est @RaoulVDG. Pour l'instant, en tout cas, petit teaser. Le site, c'est sur @touchdownactu, NFL Actu sur Facebook et sur tdactu.com. Camille va lancer les premières notes du générique, comme aime à le dire Alain Mattei. On vous laisse en musique. Joyeux Noël! Soyez sages! Joyeux Noël! Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Ciao! Les meilleures analyses, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tailgate au risotto, les meilleures recettes dans TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Bismuth pour Marshall Lynch, Rocage Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit.